et essayer de vous montrer, de schématiser un peu une transformation que je crois importante dans cette histoire de la parésia, c'est-à-dire le passage d'une pratique, d'un droit, d'une obligation, d'un devoir de véridiction qui était défini par rapport à la cité, par rapport aux institutions de la cité, par rapport au statut du citoyen, bien le passage de cette parésia ainsi définie à un autre type de véridiction, un autre type de parésia, qui lui sera défini par rapport non à la cité, à la police, mais par rapport à l'éthos, à la manière de faire, d'être et de se conduire des individus, par rapport aussi à leur constitution comme sujet moral. Et à travers cette transformation d'une parésia orientée vers, indexée sur la police, à une parésia indexée et orientée sur l'éthos, et à travers cette transformation, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment a pu se constituer, au moins dans certains de ses traits fondamentaux, la philosophie occidentale comme pratique du discours vrai, comme une forme de pratique du discours vrai. Bon, alors, premièrement, bref rappel, pardonnez-moi, c'est à la fois schématique, répétitif par rapport à ceux qui étaient là l'an dernier, mais un petit peu indispensable peut-être pour clarifier les choses et réactualiser le problème. Bon, vous vous souvenez que l'an dernier, s'était agi de la parésia dans le champ politique et dans le cadre des institutions démocratiques. Le mot parésia, vous vous en souvenez, est attesté pour la première fois dans des textes d'Euripide. Et là, la parésia, le terme de parésia, apparaissait comme désignant le droit de parler, le droit de prendre publiquement la parole, de donner son mot en quelque sorte, pour exprimer son avis dans un ordre de choses qui intéresse la cité. Dire son mot dans les affaires de la cité, c'est ce droit qui est désigné par le mot de parésia. Et à travers plusieurs textes d'Euripide, vous vous souvenez, on avait pu voir, premièrement, que cette parésia, ce droit de donner son mot, eh bien c'est un droit qu'on ne possède pas si on n'est pas citoyen de naissance. Vous vous souvenez de Ion qui ne voulait pas rentrer à Athènes sous l'apparence du fils de quelqu'un qui n'était pas citoyen d'Athènes, d'un père qui n'était pas citoyen d'Athènes et d'une mère inconnue. Il voulait, pour pouvoir exercer sa parésia, avoir un droit de naissance. Deuxièmement, on avait pu voir aussi, vous vous souvenez, que ce droit de parésia, on ne le possède pas lorsque l'on est exilé dans une cité étrangère. Vous vous souvenez du dialogue dans les Phéniciennes entre Jocaste et Polynice. Jocaste qui rencontre Polynice revenant d'exil et qui lui demande « Mais qu'est-ce que c'est l'exil? Est-ce que c'est quelque chose de si dur ?» Et Polynice répond « Bien sûr, c'est la chose la plus dure que l'on puisse supporter, car dans l'exil, on ne possède pas la parésia, on n'a pas le droit de parler, on se trouve donc l'esclave, le doulos des maîtres, et l'on ne peut même pas s'opposer à leur folie. » Troisièmement, enfin, on avait vu que cette parésia, même si l'on est citoyen, même si l'on est dans sa propre ville, même si on le détient par droit de naissance, eh bien, on peut le perdre si, d'une manière ou d'une autre, une tâche, un déshonneur, une honte quelconque vient marquer la famille. C'était le texte de Phèdre, vous savez, au moment où Phèdre avoue son amour et redoute que sa faute, et sa faute avouée, ne prive ses propres enfants, ses propres fils, de la parésia. Bon. Donc, la parésia était apparue à travers tous ces textes comme un droit et un privilège qui fait partie de l'existence d'un citoyen bien né, d'un citoyen honorable, et qui lui donne accès à la vie politique entendue comme possibilité d'opiner et de contribuer par là à des décisions collectives. La parésia était un droit
à conserver à tout prix, c'était un droit à exercer dans toute la mesure du possible, c'était une des formes de manifestation de l'existence libre d'un citoyen libre, en donnant à ce mot de libre son sens plein et positif, c'est-à-dire une liberté qui donne le droit d'exercer ses privilèges au milieu des autres, par rapport aux autres et sur les autres. Bon. Or, et c'était dans cette direction-là que nous nous étions arrêtés l'an dernier, dans les textes ultérieurs, la parésia était apparue, vous vous souvenez, sous une lumière un peu différente. La parésia, dans les textes de la fin du Ve siècle, et surtout dans les textes du IVe siècle, textes philosophiques et politiques pour la plupart, la parésia était apparue comme, beaucoup moins comme un droit à exercer dans la plénitude de la liberté que comme une pratique dangereuse aux effets ambigus et qui ne doit pas être exercée sans précaution et sans limite. Et de Platon à Démosthène, en passant par Isocrate, on a pu voir se développer cette méfiance à l'égard de la parésia. Bon. Cette crise de la parésia, telle qu'elle apparaît dans la littérature philosophique et politique du IVe siècle, je crois, et c'est là alors je voudrais commencer à articuler le cours de cette année, cette crise de la parésia, je crois qu'on peut la caractériser par deux grands phénomènes. Premièrement, la critique de la parésia démocratique. Et là, je voudrais essayer de vous montrer comment s'opère cette critique de la parésia démocratique, comment et pourquoi on en est arrivé dans la pensée philosophique et politique grecque de Platon à Aristote à remettre en question la possibilité pour les institutions démocratiques de donner place au dire vrai. Et si les institutions démocratiques ne sont pas capables de donner place au dire vrai et de faire jouer la parésia comme elles devraient jouer, eh bien, c'est parce qu'il manque à ces institutions démocratiques quelque chose, et ce quelque chose, j'essaierai de vous montrer que c'est ce qu'on peut appeler, en gros, la différenciation éthique. Bon. Soyons un peu plus précis et exacts même. Dans cette critique de la parésia démocratique que l'on voit se développer dans les textes philosophiques et politiques du IVe siècle, dans cette critique de la parésia démocratique, il s'agit en réalité de la critique de la démocratie, des institutions démocratiques, des pratiques de la démocratie dans leurs prétentions traditionnelles, telles qu'elles pouvaient apparaître par exemple allugivement au moins chez Euripide, dans leurs prétentions traditionnelles à être le lieu et le lieu privilégié pour l'émergence du dire vrai. Athènes, cité démocratique, Athènes, fière de ses institutions démocratiques, prétendait être la cité dans laquelle le droit de parler, de prendre la parole, le droit de dire vrai et la possibilité d'accepter le courage de se dire vrai, eh bien, était effectivement réalisé mieux qu'ailleurs. Eh bien, c'est cette prétention de la démocratie en général et de la démocratie athénienne qui est remise en cause. Les valeurs semblent se retourner et la démocratie apparaît au contraire comme le lieu où la parésia, le dire vrai, le droit de donner son opinion et le courage de s'opposer à celle des autres va devenir de plus en plus impossible ou en tout cas dangereux. Cette critique opposée à la prétention des institutions démocratiques à être le lieu de la parésia, cette critique contre ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la démocratie comme lieu de la parésia, comme lieu possible de la parésia, cette critique, elle prend deux aspects. Premièrement, dans la démocratie, la parésia est dangereuse. Et elle est dangereuse pour la cité. Elle est dangereuse pour la cité parce qu'elle est la liberté donnée à tous et à n'importe qui de prendre la parole. En effet, dans la démocratie, la liberté de prendre la parole n'est plus exercée comme le privilège
le privilège statutaire de ceux qui sont capables, par leur naissance même, par leur statut, par leur position, de dire vrai et de parler utilement à la cité. Dans la démocratie, la parésia est une latitude donnée à chacun de dire, de dire ce qu'est son opinion, ce qui est conforme à sa volonté particulière, ce qui lui permet de satisfaire ses intérêts ou ses passions. La parésia démocratique n'est donc pas le lieu, la démocratie par conséquent n'est donc pas le lieu où la parésia va s'exercer comme un privilège de voir. La démocratie est le lieu où la parésia va s'exercer comme la latitude pour chacun et pour tous de dire n'importe quoi, c'est-à-dire ce qui lui plaît. Et c'est ainsi, vous vous souvenez, que Platon, dans la République, au livre 8, en 557b, évoque cette cité pleine de liberté et de franc-parler, de Eleutéria et de Parésia, la cité bariolée et bigarrée, la cité sans unité, dans laquelle chacun donne son opinion, suit ses propres décisions et se gouverne comme il veut. Il y a dans cette cité autant de politeiae, de constitution, de gouvernement qu'il y a d'individus. C'est ainsi également que Isocrate, au début du discours sur la paix, c'est au paragraphe 13 du discours sur la paix, Isocrate évoque les orateurs que les Athéniens écoutent avec complaisance, et quels sont ces gens qui se lèvent, qui prennent la parole, donnent leur opinion et sont écoutés. Eh bien, ce sont des gens qui sont des ivrognes, ce sont des gens qui n'ont pas leur esprit, tous nun huc econta, ceux qui ne sont pas sensés. Ce sont également ceux qui se partagent entre eux la fortune publique et les deniers de l'État. Ainsi, dans cette liberté parésiastique, entendue comme l'attitude donnée à tous et à chacun de parler, bon et mauvais orateur, homme intéressé ou homme dévoué à la cité, discours vrai et discours faux, opinion utile et opinion néfaste ou nuisible, eh bien tout cela se juxtapose, s'entremêle dans le jeu de la démocratie. On voit donc que dans la démocratie, la parésia est un danger pour la cité. C'était le premier aspect. Vous vous souvenez qu'on avait repéré déjà plusieurs de ces textes. Le second aspect qui inquiète à propos de la parésia démocratique ou à propos de la démocratie comme lieu prétendument privilégié pour la parésia, c'est que dans la démocratie, la parésia est dangereuse non seulement pour la cité elle-même, mais pour l'individu qui essaie de l'exercer. Et à ce moment-là, la parésia est envisagée sous un autre aspect. Dans le premier danger, on voyait la parésia définie ou se révéler comme étant la latitude donnée à chacun de dire n'importe quoi. Maintenant, la parésia apparaît comme dangereuse dans la mesure où elle appelle de la part de celui qui veut en faire usage un certain courage qui risque, dans une démocratie, de n'être pas honoré. En effet, parmi tous les orateurs qui s'affrontent, ceux qui vont être approuvés, ceux qui vont être suivis et aimés, dans ce tohu-bohu dont Platon parle, vous savez, dans l'image du bateau dans le livre 6 de la République, dans ce tohu-bohu de tous les orateurs qui s'affrontent, essaient de séduire le peuple et s'emparer du gouvernail, eh bien, quels sont ceux qui seront écoutés, quels sont ceux qui seront approuvés et suivis? Eh bien, ceux qui plaisent, ceux qui disent ce que le peuple désire, ceux qui le flattent, et les autres, au contraire, ceux qui disent ou qui essaient de dire ce qui est vrai et bien, et non ce qui plaît, eh bien, ceux-là ne seront pas écoutés. Pire, ils susciteront des réactions négatives, ils irriteront, ils mettront en colère, et leur discours vrai les exposera à la vengeance ou à la punition. C'est ce péril de l'individu disant vrai dans l'espace démocratique, c'est ce péril auquel Socrate, vous vous souvenez, se réfère dans un passage très précis de l'Apologie, au paragraphe 31 C.
Vous savez, après avoir expliqué quelle était la mission que lui avait confiée le Dieu, la mission qui consiste à aller interroger les uns après les autres, soit en les saisissant dans la rue, soit en allant les visiter dans leurs ateliers, dans leurs maisons, les différents citoyens, Socrate se fait à lui-même l'objection, mais après tout, puisque je me prétends si utile pour la cité, pourquoi est-ce que je n'ai jamais agi publiquement? Pourquoi est-ce que je ne suis jamais monté à la tribune pour dire quelle était mon opinion, mon avis, et pour donner des conseils à la cité en général? Et il donne lui-même la réponse. Si je m'étais adonné, dit-il, il y a longtemps à la politique, je serais mort depuis longtemps. Ne vous fâchez pas de m'entendre dire ces vérités, dit-il à ses juges. Il n'est aucun homme qui puisse éviter de périr, il n'est aucun homme qui puisse éviter de périr pour peu qu'il s'oppose généreusement, gnesios, qui s'oppose pour des motifs nobles, pour peu qu'il s'oppose pour des motifs nobles à vous, soit à toute autre assemblée populaire, et qu'il s'attache à empêcher dans sa cité les injustices et les illégalités. Un homme, par conséquent, qui parle pour des motifs nobles, et qui, pour ces motifs nobles, s'oppose à la volonté de tous, celui-là, dit Socrate, s'expose à la mort. Le problème se posera, on le verra soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, pourquoi Socrate, qui n'a pas craint de s'exposer à la mort pour une certaine pratique de la parésia, qu'il n'a pas voulu abandonner, n'a pas cependant accepté de pratiquer cette parésia politique et démocratique devant l'Assemblée en général. Mais c'est une autre question. En tout cas, il est bien clair qu'ici, on voit désigner ce danger de la parésia comme dire vrai dans la pratique démocratique. Danger non pas pour la cité en général, mais pour l'individu qui a de nobles motifs et qui, pour ces nobles motifs, veut s'opposer à la volonté des autres. C'est ce même genre de péril que vous trouvez évoqué chez Isocrate, en ce même début du discours sur la paix dont je vous parlais tout à l'heure, quand Isocrate dit par exemple, je vois qu'aux orateurs, vous n'accordez pas, à tous les orateurs, vous n'accordez pas une égale audience, aux uns, vous donnez votre attention, tandis que vous ne supportez pas la voix des autres, rien d'étonnant d'ailleurs à ce que vous agissiez ainsi, car en tout temps, vous avez coutume d'expulser de la tribune tous les orateurs autres que ceux qui parlent dans le sens de vos désirs. Je sais, conclut Isocrate, qu'il est dangereux de s'opposer à vous, de s'opposer à vos vues, car bien que nous soyons dans une démocratie, il n'y a pas de parésia. Vous voyez donc la parésia, la notion de parésia se dissocier. D'un côté, elle apparaît comme la latitude dangereuse donnée à tout le monde et à n'importe qui de dire tout et n'importe quoi. Et puis, il y a la parésia, la bonne parésia, la parésia courageuse, et cette parésia courageuse, celle de l'homme qui généreusement dit la vérité, et même la vérité qui déplaît, eh bien, cette parésia-là est dangereuse pour l'individu qui en use, et il n'y a pas de place pour elle dans la démocratie. Où la démocratie fait place à la parésia, et ça ne peut être qu'une liberté dangereuse pour la cité, où la parésia est bien une attitude courageuse qui consiste à entreprendre de dire le vrai, et alors elle n'a pas de place dans la démocratie. Vous trouveriez également beaucoup de références à cette crise, cette critique, cette dénonciation de la démocratie comme n'étant pas capable de faire place à la bonne parésia. Vous la trouveriez facilement chez Démosthène encore, dans beaucoup de ses discours. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, à la 3e Olympienne, au paragraphe 32. Par exemple, il dit, il commence par porter une accusation grave contre ses concitoyens. Démosthène dit à ses concitoyens, vous êtes actuellement réduits en servitude et vous vous croyez heureux parce qu'on vous distribue de l'argent pour les spectacles. Et aussitôt, après avoir ainsi dit une vérité bien entendu blessante pour ceux auxquels il s'adresse, après avoir dit cette vérité courageuse, il ajoute aussitôt, mais je sais bien qu'après avoir tenu ce langage et vous avoir dit que vous êtes des gens qui vous satisfaisaient, qui vous satisfaites, non, qui vous satisfaisaient,
qui êtes satisfait de l'argent qu'on vous donne pour les spectacles, eh bien, je ne serais pas surpris si le langage que je viens de vous tenir me coûtait plus cher que ne peut leur coûter le mal que les mauvais orateurs vous font. La franchise, le franc-parler, la parésia, dit le texte, vous ne la souffrez pas sur tous les sujets, et ce qui m'étonne encore, c'est que jusqu'à présent, vous m'ayez encore laissé parler aujourd'hui. Vous voyez là se développer une forme de jeu parésiastique qui est assez courant chez les orateurs de cette époque et chez Démosthène, une sorte de jeu parésiastique où vous voyez, on essaie de contraindre l'auditeur à accepter une vérité qui le blesse, on contraint le peuple d'Athènes à accepter de s'entendre dire « vous êtes un peuple qui est satisfait de l'argent qu'on vous donne pour les spectacles », on le contraint à accepter cette vérité blessante, en le blessant une seconde fois par un nouveau reproche, et ce reproche consiste à dire « de toute façon, vous n'êtes pas capable d'accepter la vérité ». Alors, premièrement, vous acceptez de l'argent pour les spectacles et vous en êtes satisfait. Deuxièmement, en vous disant ça, je sais le risque que je prends et vous allez vraisemblablement me punir pour avoir dit ça. C'est une sorte de défi-chantage pour que le discours vrai puisse prendre sa place. Le discours vrai dans la démocratie, vous le voyez, n'apparaît plus un siècle après Euripide comme étant un privilège qui est détenu par celui qui répond à un certain nombre de conditions. Le discours vrai ne peut passer que par une opération de défi-chantage. Je vais vous dire la vérité, vous risquez de me punir, mais si je vous dis à l'avance que vous risquez de me punir, ceci vraisemblablement vous empêchera de me punir et me permettra de dire la vérité. C'est le même mécanisme que vous trouvez au début de la troisième Philippique, quand Démosthène évoque la distribution sans contrôle du droit de parler et son attribution sans limite dans les institutions athéniennes. Il souligne le plaisir avec lequel le peuple écoute ceux qui le flattent et il rappelle la disparition, par voie de conséquence, comme effet de ces institutions et de cette complaisance pour la flatterie, la disparition de la parésia comme dire vrai, et il souligne les risques que lui-même il prend en parlant comme il le fait, et recommence ce défi-chantage dans lequel il dit « ou vous renoncez à n'écouter que les flatteurs et vous acceptez d'écouter la vraie parésia, ou alors je me tais ». Vous avez donc ce texte, troisième Philippique, c'est le paragraphe 3 et 4. « Si je vous dis franchement quelques vérités athéniens, je ne crois pas que vous ayez lieu de vous en fâcher. Réfléchissez un instant. Vous voulez que le franc-parler, la parésia, vous voulez que le franc-parler sur tout autre sujet soit le droit pour tout le monde, dans notre ville, vous l'accordez même aux étrangers, et qui plus est aux esclaves, et de fait, on pourrait voir chez vous beaucoup de serviteurs qui disent tout ce qu'ils veulent plus librement que les citoyens ne le font dans d'autres villes. Donc voilà cette parésia dans la démocratie athénienne où tout le monde, même les serviteurs, même les esclaves peuvent parler librement, mais le franc-parler, la parésia, et maintenant elle apparaît dans son sens positif, comme courage de dire la vérité, la parésia, vous l'avez chassée de la tribune. Du moment qu'il y a parésia comme latitude pour tout le monde, il ne peut pas y avoir de parésia comme courage de dire vrai. Et qu'en résulte-t-il? Eh bien, dit Démosthène, ce qu'il en résulte, c'est que dans les assemblées, vous vous délectez à vous entendre flatter par les discours qui ne visent qu'à vous plaire, mais ensuite, quand les événements s'accomplissent, votre salut même est en danger. Si vous êtes maintenant, et c'est là le défi chantage, si vous êtes maintenant dans ces dispositions, je n'ai plus rien à vous dire, je n'ai plus donc qualité, je n'ai plus rien à vous dire, si au contraire, vous voulez bien écouter et ne pas me punir pour la vérité que je vais vous dire, eh bien, si au contraire vous voulez bien écouter sans exiger qu'on vous flatte ce que réclame votre intérêt, eh bien, à ce moment-là, je suis prêt à parler. Bon. Voilà donc comment se formule cette critique de la parésia démocratique, ou plutôt cette désignation d'une sorte d'impossibilité de faire jouer dans les institutions démocratiques la parésia au sens plein et positif du terme. Seulement alors, on peut se poser la question, comment se fait-il
que dans le jeu démocratique, et quelle raison donne-t-on dans cette forme de pensée, quelle raison donne-t-on pour que dans le jeu démocratique, le discours vrai ne l'emporte pas sur le discours faux? Comment se fait-il après tout qu'un orateur courageux et qu'un orateur qui dise le vrai ne soit pas capable de se faire reconnaître? Ou comment se fait-il encore que les gens qui écoutent l'orateur qui dit la vérité ne soient pas en état et en mesure de l'entendre, de l'écouter et de le reconnaître? Pourquoi et comment, pour quelle raison est-ce que le partage entre le discours vrai et le discours faux ne peut pas se faire dans la démocratie? Je crois qu'on a là un problème qui est fondamental et qu'il faut essayer de saisir. Qu'est-ce qui fait qu'en démocratie, il y a une impuissance du discours vrai? Est-ce l'impuissance du discours vrai en lui-même? Certainement pas. C'est l'impuissance en quelque sorte contextuelle. C'est une impuissance qui est due au cadre institutionnel dans lequel ce discours vrai apparaît et essaie de faire valoir sa vérité. L'impuissance du discours vrai dans la démocratie, elle n'est pas due, bien entendu, au discours vrai ou au fait que le discours est vrai, elle est due à la structure même de la démocratie. Et pourquoi la démocratie ne permet pas ce partage du discours vrai et du discours faux? Pourquoi est-ce qu'en démocratie, on ne peut pas distinguer le bon et le mauvais orateur, le discours qui dit la vérité et qui est utile à la cité, du discours qui dit le mensonge, qui flatte et qui va être nocif? Eh bien, que la démocratie ne puisse pas être le lieu du discours vrai, c'est un thème qui va courir à travers toute cette critique que l'on trouve tout au long du IVe siècle. Et pour essayer de ressaisir un peu l'argument central à partir duquel toutes ces critiques vont bourgeonner, eh bien, je crois qu'on peut se référer à la formulation, en un sens la plus fruste, la plus simple, la plus schématique, la plus crue, la plus grossière, mais aussi la plus significative. Et cette formulation du principe qu'il ne peut pas y avoir de partage entre discours vrai et discours faux dans la démocratie, le principe, on le trouve formulé dans un texte qui a été longtemps attribué à Xénophon et qui en réalité vient d'une autre origine, mais qui a sans doute été écrit au tournant du 5e et du 4e siècle. Ce texte est celui qu'on appelle la Constitution des Athéniens, Politeia Athénaion. C'est un texte qui est en fait un pamphlet d'origine aristocratique manifestement, et qui se présente sous la forme légèrement tordue d'un éloge paradoxal, un faux éloge de la démocratie athénienne, un chant ironique en son honneur, et qui se retourne bien entendu en une critique violente. Sous prétexte de faire éclater tous les mérites de la démocratie athénienne, l'auteur du texte avance pour soutenir ces mérites de la démocratie athénienne des raisons qui sont si dérisoires, des motifs qui sont si détestables, que l'éloge aussitôt est reconnu comme une critique fondamentale, radicale des institutions athéniennes. Ce genre de l'éloge paradoxal, toutes ces modulations autour de la forme de l'éloge, vous savez, étaient fréquentes dans la littérature grecque du IVe siècle. Dans cet éloge paradoxal, dans cet éloge critique de la démocratie athénienne, cet éloge bouffon de la critique de la démocratie athénienne, il y a justement un certain nombre de lignes qui sont consacrées au problème précis de la parésia. On les trouve au chapitre 1, paragraphes 6 et 9. Et dans ce passage, l'auteur de la Constitution des Athéniens, l'auteur évoque les cités, certaines cités, dans lesquelles, dit-il, eh bien, ce sont les plus habiles, les plus compétents, dirions, qui donnent les lois. Dans ces cités aussi, dit-il, ce sont les bons citoyens qui châtient, qui tiennent la bride, qui répriment les mauvais citoyens et qui leur imposent les châtiments nécessaires. Enfin, dit-il, dans ces cités-là, eh bien, ce sont les honnêtes gens, Krestoi. Ce sont les honnêtes gens qui délibèrent et qui prennent les décisions. Cependant qu'au contraire, les insensés, les fous, oi mainomenoi,
ceux qui n'ont pas leur tête à eux. Eh bien, ceux-là, dans ces cités, au lieu de leur donner le droit de parole, au contraire, on les empêche. Premièrement, de boulever, c'est-à-dire de participer aux instances délibératives et décisionnelles qui fixent ce que va être la politique de la cité. Ils n'ont pas le droit, ces gens qui n'ont pas leur tête à eux, qui sont les fous, les insensés, on ne les laisse pas donc participer aux délibérations des instances de décision. Ils n'ont pas à donner, on ne les laisse pas donner leur avis, on ne leur accorde pas de voix délibérative dans les conseils. Mais ce n'est pas simplement tout. À ces gens qui n'ont pas leur tête à eux, dans ces cités, non seulement on ne leur donne pas accès à la boulet ou au conseil, mais on ne les laisse même pas parler, les gays. Et non seulement on ne les laisse pas parler, mais troisièmement, on ne les laisse même pas ecclésiazein, c'est-à-dire venir à l'ecclésia, venir à l'assemblée. Ils n'ont pas leur place à l'assemblée, ils n'ont pas le droit de parler, et a fortiori, bien sûr, ils n'ont pas le droit de donner leur avis dans les conseils. Et, dit l'auteur du texte, eh bien, dans ces cités, et avec tout cet ensemble de précautions, ce qui règne dans ces cités-là, c'est, dit-il, ce qu'il appelle l'eunomia, c'est-à-dire la bonne constitution, le bon régime. Et après avoir ainsi défini le bon régime, c'est-à-dire avoir mis tout de même dans son jeu un certain nombre d'atouts, l'auteur de l'éloge fin, de l'éloge ironique, de l'éloge paradoxal et bouffon des institutions athéniennes, va dire, eh bien, le grand mérite d'Athènes, c'est précisément de ne s'être pas donné ce luxe de l'eunomia, et de n'avoir pas pris ces précautions qui empêchent les gens fous de participer au conseil, de parler et même de venir à l'assemblée. Le grand mérite d'Athènes, dit-il, c'est d'éviter cette eunomia et de n'avoir pas accepté de pareilles restrictions. Et pourquoi Athènes n'accepte pas ce régime de la parole restreinte et du bon régime, de la bonne constitution? Eh bien, voici les raisons qu'il en donne, et encore une fois, malgré leur caractère fruste, sophistique, tordu, etc., l'argumentation, vous allez voir, est, je crois, intéressante. Il dit ceci. Eh bien, c'est pour la raison suivante. Dans une cité où seuls ceux qui ont le droit de parler, ce sont les meilleurs. Dans une cité où ce sont les meilleurs qui donnent leur avis et qui décident. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les meilleurs cherchent à obtenir, puisque ce sont justement les meilleurs, des décisions qui sont conformes au bien, à l'intérêt, à l'utilité de la cité. Or, ce qui est bon pour la cité, ce qui est utile pour la cité, ce qui est bien pour elle, est en même temps, par définition, ce qui est bien, utile et avantageux pour les meilleurs de la cité. De sorte que, en incitant la cité à prendre des décisions qui sont utiles pour elle, la cité, vous voyez bien qu'ils ne font que servir leur propre intérêt égoïste, à eux qui sont les meilleurs. Or, dans une démocratie, dans une vraie démocratie, comme la démocratie athénienne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dans une démocratie comme celle-là, on a un régime dans lequel ce ne sont pas les meilleurs, mais ce sont les plus nombreux, oi polloi, qui prennent les décisions. Et ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est à ne pas se soumettre à quoi que ce soit. Dans une démocratie, les plus nombreux, oi polloi, ils veulent avant tout être libres, n'être pas esclaves, ne pas douler, ne pas servir, ne pas être esclaves, ne pas servir quoi? Eh bien, ils ne veulent pas servir les intérêts de la cité, ni non plus les intérêts des meilleurs. Ils veulent par eux-mêmes archaï, commander. Ils vont donc chercher ce qui est utile et bon pour eux, puisque commander, c'est quoi? C'est être capable de décider et d'imposer ce qui est le meilleur pour soi-même. Mais, puisque ce sont les plus nombreux, puisqu'ils sont les plus nombreux, ils ne peuvent pas non plus être les meilleurs, puisque les meilleurs, par définition, sont les plus rares. Par conséquent, étant les plus nombreux, ils ne seront pas les meilleurs, et n'étant pas les meilleurs, ils sont les plus mauvais. Ils vont donc rechercher, eux qui sont les plus mauvais, ce qui est bon pour qui? Pour les plus mauvais dans la cité. Or, ce qui est mauvais pour ceux qui sont mauvais dans la cité, c'est aussi ce qui est mauvais pour la cité. Bon, je résume ces arguments un peu bizarres, si vous voulez, mais je crois que là-dedans, et alors par conséquent, il en conclut qu'il n'est pas, dans une cité comme celle-là, il faut bien
que la parole soit donnée à tout le monde, aux plus nombreux, donc aux plus mauvais, car, dit-il, si la parole et la délibération étaient le privilège exclusif des honnêtes gens, si on ne donnait la parésia qu'aux meilleurs, qu'est-ce qui arriverait? Eh bien, la parésia étant donnée aux meilleurs, les meilleurs voudraient imposer le bien de la cité, c'est-à-dire leur propre bien, et s'ils imposaient leur propre bien, ce qui leur est utile, eh bien, ça ne pourrait être qu'à leur avantage à eux, les honnêtes gens, et au désavantage du peuple. Dans une vraie démocratie, par conséquent, à la manière d'Athènes, vous voyez bien, si l'on veut que ce qui est dit soit dit pour l'avantage du peuple et des plus nombreux, il ne faut pas que le droit de parole soit réservé aux meilleurs, il faut, dit l'auteur, que le méchant puisse se lever et prendre la parole, alors il formulera ce qui est bon pour lui, le méchant, et pour ceux qui sont ses pareils, les méchants. Pas insister davantage sur ces arguments légèrement sophistiques, comme vous pouvez le voir. Mais je crois que ces jeux sont intéressants et importants, car si leur logique est évidemment tout à fait contestable, je crois qu'ils mettent en pratique, ils mettent en application un certain nombre de principes dont il faut bien voir, je crois, qu'ils sont couramment admis, ou en tout cas qu'ils ont été couramment admis dans cette forme de critique de la démocratie comme lieu de la parésia au IVe siècle. En tout cas, ces quelques principes, je crois, on les trouve dans des formes de pensée autrement plus sérieuses que ce pamphlet un peu caricatural. Et je crois que ces principes qui courent sous ce texte et sous bien d'autres, on peut les résumer de la manière suivante, et il me semble qu'ils sont en un sens à la fois une matrice et un défi. Ils ont été une matrice et un défi permanent pour la pensée politique dans le monde occidental. Premièrement, un principe qu'on pourrait appeler le principe quantitatif, ou si vous voulez, le principe d'opposition fondé sur une différenciation quantitative. Le raisonnement de l'auteur de la Politeia Athénaïon, en effet, admet, comme allant de soi, et des centaines d'autres textes montreraient que des gens infiniment plus sérieux que lui raisonnent de la même façon et font jouer la même opposition, dans une cité. Les individus se distinguent les uns des autres en deux grands groupes, qui se caractérisent uniquement, mais fondamentalement, par le fait que les uns sont les plus nombreux et les autres sont les moins nombreux. D'un côté, la foule, de l'autre, quelques-uns. C'est cette scansion entre oipolloi et puis les quelques-uns, c'est cette scansion qui organise fondamentalement l'opposition dans la cité, les conflits qui peuvent se dérouler dans la cité et qui posent en même temps le problème de savoir qui doit gouverner. Donc, opposition quantitative, c'est le premier principe de scansion de l'unité de la cité. Deuxièmement, cette opposition, cette scansion entre les plus nombreux et les autres. Cette opposition coïncide avec l'opposition entre les meilleurs et les plus mauvais. Le partage quantitatif entre les plus nombreux et les autres, ce partage quantitatif a le même tracé que la délimitation éthique entre les bons et les mauvais. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le principe de l'isomorphisme éthico-quantitatif. Pardonnez la barbarie de l'expression. Troisième principe que vous voyez au fondement de ce texte paradoxal que je vous citais tout à l'heure, troisième principe, c'est que cette délimitation éthique entre les meilleurs et les moins bons, cette délimitation éthique correspond à une distinction politique. D'un côté, ce qui est bon pour les meilleurs dans la cité, c'est aussi ce qui est bon pour la cité. Le bien pour les meilleurs, c'est le bien de la cité. En revanche, ce qui est bon pour les plus mauvais, c'est le mal pour la cité. Le bon pour les mauvais, c'est le mal de la cité. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le principe de transitivité politique. La volonté des meilleurs en cherchant le bien est utile à la cité. La volonté des plus mauvais en cherchant leur bien est mauvais pour la cité. Avec par conséquent, et c'est là le quatrième principe, cette conséquence, que le vrai dans l'ordre du discours politique. Et le vrai dans l'ordre du discours politique, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est salutaire pour la cité. Eh bien, ce vrai ne peut pas être dit, bien sûr,
dans la forme de la démocratie, entendue comme droit pour tous à parler, le vrai ne peut être dit dans une cité et dans une structure politique qu'à partir du marquage, du maintien et de l'institutionnalisation d'une certaine scansion essentielle entre les bons et les mauvais, et c'est dans la mesure seulement où cette scansion essentielle entre les bons et les mauvais, c'est dans la mesure simplement où cette scansion éthique entre les bons et les mauvais aura effectivement pris sa forme, trouvé son lieu, défini sa manifestation à l'intérieur du champ politique, que la vérité pourra être dite, et la vérité pouvant être dite, le bien de la cité, ce qui est utile et salutaire pour elle, pourra prendre ses effets. Autrement dit, pour que la cité puisse exister, pour qu'elle puisse être sauvée, il y faut de la vérité. Mais la vérité ne peut pas être dite dans un champ politique qui est défini par l'indifférence entre les sujets parlants. La vérité ne peut être dite que dans un champ politique marqué et organisé autour d'une scansion qui est la scansion entre les plus nombreux et les moins nombreux, qui est aussi la scansion éthique entre ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, entre les meilleurs et les pires. Et vous voyez bien que c'est pour cela que le dire vrai ne peut pas avoir son lieu dans le jeu démocratique, et le dire vrai ne peut pas avoir son lieu dans le jeu démocratique dans la mesure où la démocratie ne peut pas faire place, ne peut pas reconnaître, et ne peut pas faire place au partage éthique à partir duquel, et à partir duquel seul, le dire vrai est possible. Il ne suffirait donc pas de dire, comme pouvaient l'indiquer les premiers textes que je vous ai cités et qui reprenaient ceux que j'avais évoqués aussi l'an dernier. Il ne suffit pas de dire que la liberté de parole donnée à tous risque de mêler le vrai et le faux, de favoriser les flatteurs et d'exposer à des dangers personnels ceux qui parlent. Tout ceci est vrai. Mais tout ceci n'est que l'effet d'une impossibilité autrement plus fondamentale, autrement plus structurelle, si vous voulez. Il faut bien comprendre que dans cette forme-là d'analyse que j'évoquais à travers ce texte paradoxal, il faut bien comprendre que la forme même de la démocratie, en soumettant le meilleur au pire, en retournant l'ordre des valeurs, en instaurant ce désordre et en maintenant le contresens, ne peut pas laisser de place au dire vrai. Elle ne peut que l'éliminer en ne l'écoutant pas quand il se formule, ou en le supprimant physiquement par la mort démocratique. De faire place au vrai, de le supporter, de l'écouter et de le supporter. À partir de là, je crois qu'on peut comprendre un certain nombre de choses. Ce qu'on pourrait appeler schématiquement, alors là, pardonnez, je vais faire un survol très grossier, ce qu'on pourrait appeler le retournement platonicien et ce qu'on pourrait appeler l'hésitation aristotélicienne. Retournement platonicien, c'est très simple, je me contenterai de la flûte, j'ai oublié, mais... Enfin bon, ce n'est pas très grave. Premièrement, le retournement platonicien, s'il est vrai, en effet, que ce n'est pas dans la démocratie, à raison du fait qu'elle manque la scansion éthique indispensable au dire vrai que l'on peut trouver la parésia, eh bien, va dire Platon, le discours vrai, à partir du moment où c'est lui que l'on fera valoir par la philosophie et dans la forme de la philosophie comme le fondement de la politeia, eh bien, ce discours vrai ne pourra bien entendu qu'éliminer et bannir la démocratie. On pourrait dire, là encore très schématiquement, qu'entre démocratie et dire vrai, il y a en somme cette grande lutte. D'une part, quand on regarde les institutions démocratiques, on voit qu'elles ne peuvent pas supporter le dire vrai et qu'elles ne peuvent pas ne pas l'éliminer. Et en revanche, si l'on fait valoir le dire vrai à partir du choix éthique qui caractérise le philosophe et la philosophie, eh bien, la démocratie ne peut pas ne pas être éliminée. Ou démocratie, ou dire vrai. Et le retournement platonicien consiste, après la critique contre la démocratie comme incapable de faire place au dire vrai, eh bien, la validation du dire vrai comme principe
de définition d'une politeia, d'une structure politique, d'une constitution, d'un type de régime, où précisément la démocratie sera soigneusement bannie. Je vous renvoie, alors là j'ai oublié de vous apporter le texte, mais enfin ça n'aurait été simplement qu'une lecture, vous pouvez la faire vous-même. Regardez par exemple ce qui est dit dans La République au livre 6, au paragraphe 488 AB, je crois en tout cas les suivantes. C'est ce passage que j'évoquais tout à l'heure, où Platon dit, eh bien écoute, pour me faire comprendre, je vais être obligé de faire appel à une comparaison. En fait, la comparaison est très classique, très fondamentale, très matricielle dans toute la pensée politique grecque. C'est l'image du bateau. Et il dit, eh bien, il faut considérer que la cité est comme un bateau, comme un navire, avec un pilote qui est un brave homme de bonne volonté, mais un petit peu aveugle et qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ce pilote, c'est bien entendu le peuple. Et tout autour de lui, il y a un équipage qui n'essaie qu'une chose, c'est de s'emparer du gouvernail et de diriger le gouvernail dans son intérêt. Et cela, ce sont les démagogues. Et l'équipage, pour arriver à s'emparer du gouvernail, flatte le pilote, s'empare du gouvernail et, bien entendu, gouverne, non pas en fonction d'une science quelconque, du pilotage de la mer, du ciel, etc., mais en fonction de leur propre intérêt. La démocratie ne peut pas faire appel au discours vrai, et c'est à cela que s'opposera dans le livre 7, au paragraphe 520, 21 et suivant, eh bien, la fameuse redescente, vous savez, des philosophes dans la caverne, lorsque, après avoir effectivement contemplé la vérité, on leur dira, eh bien, quel que soit le plaisir que vous ayez pu éprouver à contempler cette vérité, quand bien même vous y avez reconnu votre patrie, vous savez bien qu'il vous faut redescendre dans la cité et là devenir ceux qui la gouvernent, et vous imposerez votre discours vrai à tous ceux qui veulent faire gouverner la cité selon les principes de la flatterie. Donc, après la critique ou de la parésia démocratique qui montrait qu'il ne peut pas y avoir parésia au sens de dire vrai courageux dans la démocratie, le retournement platonicien montre que pour qu'un gouvernement soit bon, pour qu'il y ait une bonne politeia, il faut qu'elle se fonde sur un discours vrai qui bannira démocrates et démagogues. Bon, tout ceci est connu, pardonnez. Je voudrais en revanche insister un peu plus sur ce qu'on pourrait appeler l'hésitation aristotélicienne, qui se formule, quels que soient les sentiments beaucoup plus, entre mille guillemets, démocratiques d'Aristote, qui se fonde sur la même problématique, la même difficulté à admettre l'existence d'une parésia et d'un dire vrai dans des institutions démocratiques à partir du moment où la démocratie ne peut pas faire place à la différenciation éthique des sujets parlants, délibérants et décidants. Bien sûr, Aristote a considérablement élaboré, modifié, transformé, jusqu'à un certain point annulé les principes schématiques et frustes que j'évoquais tout à l'heure. Le principe, par exemple, que la cité se scande en deux groupes opposés, les plus nombreux et les moins nombreux. Ce principe, Aristote à la fois le fait valoir, mais il le complète, il le modifie, il le met en question en faisant jouer une autre forme d'opposition, vous la connaissez, c'est l'opposition entre les plus riches et les plus pauvres. Et Aristote a, dans la politique, alors tout ça se trouve au livre 3 de la politique, a un chapitre qui est très intéressant, où il pose la question, mais est-ce que ces deux oppositions, les plus nombreux, les moins nombreux, est-ce qu'elles correspondent exactement à l'opposition entre les plus pauvres et les plus riches? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, envisager, et il l'envisage comme une possibilité réelle, une cité dans laquelle les plus riches seraient les plus nombreux, et où les plus pauvres seraient les moins nombreux? À ce moment-là, à supposer que le pouvoir soit donné aux plus pauvres, c'est-à-dire aux moins nombreux, est-ce que l'on pourrait parler d'une démocratie? Autrement dit, si on a défini démocratie comme une constitution dans laquelle le pouvoir est donné aux plus nombreux, est-ce que si les riches sont les plus nombreux, il y aurait démocratie? Et est-ce que si ce sont les plus pauvres, c'est qui sont les moins nombreux, est-ce que leur pouvoir peut s'appeler démocratie ou faut-il l'appeler une aristocratie? Et avec Aristote répond en disant, mais non,
une réponse extrêmement intéressante, fondamentale, qui jusqu'à un certain point fait basculer, ou enfin aurait risqué de faire basculer peut-être toute la pensée politique grecque. Il dit, mais c'est le pouvoir des plus pauvres qui caractérise la démocratie. Et quand bien même il serait de beaucoup les moins nombreux, il suffit qu'ils exercent le pouvoir pour que ce soit la démocratie. Bon. Donc vous voyez que là, il hésite et il fait travailler en quelque sorte l'opposition plus riche, moins riche, par rapport à l'opposition plus nombreux, moins nombreux, qui était le cadre fondamental, général, relativement peu élaboré qu'on trouvait dans d'autres textes. Deuxièmement, il met aussi Aristote en question l'autre principe que j'évoquais tout à l'heure, le principe selon lequel les plus nombreux sont les moins bons et les moins nombreux sont forcément les meilleurs. Cette coïncidence entre l'opposition meilleur, moins bon et moins nombreux, plus nombreux, cette opposition est un homme de bien. La réponse d'Aristote est complexe, elle n'est pas simple, il distingue ce rapport entre les deux vertus, dans le cas de quelqu'un qui est simplement un gouverné, dans le cas de celui qui est un gouvernant, enfin je ne veux pas entrer dans tous ces détails, mais vous voyez comment, là encore, Aristote ne peut pas accepter purement et simplement, d'une façon naïve et fruste, cette superposition qui a été si longtemps admise et fondamentale entre les plus nombreux, les moins nombreux, les pires et les meilleurs. Bon. Il met donc en question l'isomorphisme éthico-quantitatif. Troisièmement, enfin, Aristote met en question aussi ce que j'ai appelé le principe de la réversibilité politique, c'est-à-dire que les meilleurs, en cherchant leur propre intérêt, cherchent et trouvent l'intérêt de la cité, et que les pires, les plus mauvais, en cherchant leur propre intérêt, puisqu'ils sont les plus mauvais, ne visent et n'atteignent que ce qui est nuisible pour la cité. Eh bien, ce principe, Aristote le met aussi en question, toujours dans ce livre 3, et dans les chapitres, je crois que c'est 5 ici, de la politique, il le met en question en faisant valoir ceci, c'est qu'au fond, dans chaque forme de gouvernement, que ce soit la monarchie, l'aristocratie ou le gouvernement de tous, eh bien, il peut très bien y avoir deux orientations. Il peut se faire qu'il y ait une monarchie dans laquelle un seul, bien entendu, commande. Et cette monarchie, au fond, elle peut avoir deux formes. Le monarque peut très bien gouverner seul en ne visant que son intérêt et pas celui de la cité, ou, au contraire, gouverner pour lui-même, mais en ayant fondamentalement et d'abord et avant tout comme objectif l'intérêt de la cité. Même chose pour une aristocratie, qui peut être une aristocratie dont le gouvernement a pour objectif son propre intérêt, ou pour objectif celui de la cité. Bon. De même pour le gouvernement de tous ou des plus nombreux, c'est-à-dire que Aristote n'admet pas le principe que le gouvernement de quelques-uns ne peut être que le gouvernement des meilleurs, et que le gouvernement des meilleurs, s'il est fait dans l'intérêt du meilleur, sera l'intérêt de la cité. Il pose au contraire en principe que, quelle que soit la forme du gouvernement, ceux qui gouvernent peuvent gouverner ou bien dans leur intérêt, ou bien dans l'intérêt des cités. Vous voyez donc que ces trois principes que l'on trouvait à l'œuvre, implicitement admis et grossièrement élaborés dans le texte du pseudo-Xénophon, sont remis en question, interrogés, travaillés par Aristote. Bon, mais à partir de là, il faut tout de même bien se dire que si, à l'inverse de Platon, Aristote ne conclut pas de tout cela que seul le discours vrai doit pouvoir fonder une cité, et que cette cité, dans la mesure même où elle est fondée par le discours vrai, ne peut pas être une démocratie, il n'en reste pas moins que la position d'Aristote à l'égard des relations entre discours vrai et démocratie n'est ni très claire, ni surtout très définitive. Premièrement, je voudrais d'abord que vous songiez à ce passage que l'on trouve toujours, livre 3 de la politique, livre 3, chapitre 7, paragraphe 1279 AB. Passage célèbre sur lequel les commentateurs se sont longtemps exercés sans arriver, d'autant que le texte n'est peut-être pas absolument sûr, à une solution définitive. En tout cas, dans ce passage, vous vous souvenez que Aristote dit ceci. Il s'agit de donner des noms aux différentes formes de gouvernement. Et il oppose ou il distingue la monarchie de ce qu'on traduit par la royauté, dans lequel il dit la royauté, c'est un gouvernement de type monarchique
qui prend justement en considération l'intérêt commun. C'est-à-dire, on a donc ce régime appelé royauté dans lequel celui qui gouverne ne prend pas pour objectif son propre intérêt, mais l'intérêt de la cité. Appelons ça royauté. Deuxièmement, dit-il, appelons aristocratie un gouvernement qui est le gouvernement de quelques-uns, mais dans lequel ces quelques-uns auront en vue le bien de la cité et de tous ses membres. Quant à la troisième forme de gouvernement, dit-il, la troisième forme de gouvernement où c'est le plus grand nombre qui gouverne, eh bien, dit-il, il est très difficile de lui donner un nom. Et je ne peux l'appeler que du nom générique de Politeia. Et pourquoi n'y a-t-il pas de nom spécifique pour cette forme de gouvernement où ce sont les plus nombreux qui gouvernent et où les plus nombreux visent non pas leur intérêt à eux, les plus nombreux, mais l'intérêt de la cité? Eh bien, il s'en explique en disant que s'il est possible qu'un seul individu, ou même qu'un petit nombre, l'emporte sur les autres en vertu, il est très difficile qu'un plus grand nombre d'hommes atteignent la perfection en toute espèce de vertu. Texte énigmatique, mais que je crois qu'on ne peut comprendre que de la manière suivante, c'est ceci. C'est que s'il y a bien s'il y a bien deux possibilités formelles pour les trois types de gouvernement, c'est-à-dire, s'il est vrai que pour la monarchie, le monarque peut être ou bien intéressé par son avantage à lui ou par celui de la cité. Si dans l'aristocratie, il peut bien y avoir une forme d'aristocratie qui vise à l'intérêt des aristocrates eux-mêmes et des quelques-uns, ou bien à l'intérêt de la cité. En revanche, quand on arrive à la forme de la démocratie, à la forme dans laquelle c'est la multitude qui est là, est-ce que réellement on peut s'attendre que la multitude va viser autre chose que son propre intérêt? Eh bien, il semble que le texte dise ceci. Dans les deux premiers cas, on peut parfaitement admettre un roi ou quelques-uns qui ne visent pas leur propre intérêt, mais celui de la cité. Et pourquoi est-ce qu'on peut le concevoir? Eh bien, dit-il, c'est parce qu'il est possible qu'un seul individu ou un petit nombre l'emporte sur les autres en vertu. Ce sera donc leur choix éthique, ce sera donc leur différenciation éthique par rapport aux autres qui va donner la possibilité et garantir que le gouvernement sera pour tous les autres. En revanche, dit-il, il est très difficile qu'un plus grand nombre d'hommes atteignent la perfection en toute espèce de vertu, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, quand on s'adresse à une masse de gens, quand bien même ces gens gouvernent la cité, il est très difficile de trouver en eux cette différenciation éthique, ce partage éthique, cette singularité éthique à partir duquel le dire vrai sera possible, et dans ce dire vrai, l'intérêt de la cité reconnu. Dans ce texte, un peu et par conséquent, il ne peut pas y avoir de nom spécifique pour le type de régime démocratique qui serait un régime démocratique orienté non vers l'intérêt des plus nombreux, mais vers l'intérêt de la cité elle-même. Pas de nom, parce que vraisemblablement pas d'existence concrète. Texte énigmatique qui semble indiquer qu'une démocratie où commanderait l'intérêt de tous, cette démocratie est bien une possibilité formelle. Si on suit le schéma général d'Aristote, c'est bien une possibilité formelle, mais elle n'a pas et elle ne peut pas avoir d'existence réelle parce que dans une démocratie, la différenciation éthique ne joue pas. Certes, vous voyez que ce n'est pas là exactement l'impossibilité structurale définie tout à l'heure à partir du texte du pseudo-Xénophon, mais c'est tout de même une impossibilité qui est incontournable. Et alors, vous pourrez trouver également, toujours dans ce livre 3 de la politique, au chapitre 10, 11, 12, 13, toute une discussion sur ce problème de l'excellence éthique, de la différenciation éthique, du partage éthique, bref, du problème du meilleur dans la démocratie, avec comme conséquence la question de savoir s'il peut y avoir place et statut pour ce meilleur, pour cette différenciation éthique à l'intérieur d'un champ, à l'intérieur des institutions démocratiques. Et vous savez en gros que la solution, la manière même dont Aristote pose le problème, envisage les difficultés, les analyse méticuleusement, tout cela se fait à partir d'une définition de la démocratie qui n'est pas tellement la définition d'une démocratie comme le pouvoir du plus grand nombre sur les autres, mais la démocratie étant définie comme par le principe de l'alternance, une démocratie, une politeia, c'est une constitution dans laquelle
ceux qui sont gouvernés ont toujours la possibilité de devenir gouvernants, et le problème que pose Aristote, c'est de savoir, étant donné ce principe de la rotation et de l'alternance gouverné-gouvernant, comment est-ce que la différenciation éthique peut s'y faire place. Et je voudrais simplement vous signaler le passage très intéressant qui n'est que l'un des exemples des difficultés que Aristote soulève lui-même sur sa propre trajectoire, qui est le problème de l'ostracisme. Alors vous avez un chapitre sur l'ostracisme qui est tout à fait remarquable et intéressant. Vous savez, l'ostracisme, c'est cette mesure dont disposait la cité athénienne et qui permettait au peuple d'exiler un individu, non pas tellement à cause d'une faute, d'un crime qu'il aurait commis, mais uniquement parce que son prestige, son excellence, les qualités particulières dont il faisait preuve, le mettaient trop au-dessus des autres citoyens. Cet ostracisme, dont un certain nombre d'Athéniens célèbres et de haut mérite avaient été les victimes honorables, mais pourtant les victimes, eh bien, cette mesure de l'ostracisme, bien sûr, posait tout un tas de problèmes. Il était assez difficile de justifier l'ostracisme, et Aristote pose la question. Est-ce que l'ostracisme, c'est-à-dire la mesure qui permet, la décision qui permet au peuple de se débarrasser de quelqu'un simplement parce qu'il l'emporte un peu trop sur les autres, est-ce que cette mesure est justifiable? Et alors, la réponse d'Aristote est très intéressante. Il dit ceci. Eh bien, bien sûr, il y a beaucoup d'objections contre l'ostracisme. Et pourtant, l'ostracisme est justifiable. Il est justifiable non seulement contre les citoyens ambitieux, bien sûr, à qui leur supériorité donne l'occasion et la tentation et l'envie d'exercer un pouvoir unique, absolu, tyrannique, mais, dit Aristote, l'ostracisme est justifiable même contre des citoyens qui, par quelque qualité, l'emporteraient sur les autres. Et pourquoi est-ce que Aristote justifie ainsi l'ostracisme contre des citoyens qui, par quelque qualité, l'emportent sur les autres? Eh bien, dit-il, au fond, c'est que la cité, il faut la comparer un peu à un tableau, ou encore à une statue. Et dit-il, on sait très bien que dans un tableau, il peut y avoir un détail, ou dans une statue, il peut y avoir un détail qui est tout à fait parfait. Le peintre a parfaitement pu réussir une main, un doigt, un orteil, une oreille, etc., qui sont des petits chefs-d'œuvre de peinture ou de statue. De statuaire. Mais il n'en reste pas moins que ce détail, il peut être de trop. Il peut être de trop dans la cité, il peut être de trop dans le tableau, et le peintre peut être amené, pour la beauté, la perfection, l'équilibre du tableau ou de la statue, à supprimer ce détail pourtant excellent en lui-même. Eh bien, dit-il, il en est de la cité, il en est de même de la cité. Il en est de même de la cité, et pour des raisons qui sont à la fois d'ordre de la perfection de la forme, de l'esthétique et de l'équilibre politique, il peut arriver qu'on soit obligé de se séparer d'un citoyen qui l'emporterait d'une façon trop manifeste sur les autres par certaines de leurs qualités. Mais aussitôt après avoir dit ça, et à la fin du chapitre sur l'ostracisme, il dit « Il n'en reste pas moins que s'il y a quelqu'un qui est particulièrement exceptionnel pour sa vertu dans la cité, est-ce que c'est juste de l'exiler? Et est-ce que c'est même juste de vouloir le soumettre à la règle commune? Eh bien, dit-il, non. Un homme exceptionnel, tout à fait exceptionnel pour sa vertu, on ne doit pas l'exiler, on ne doit même pas chercher à le soumettre à la règle commune. Il n'y a à prendre à son égard, dit-il, que la solution qui est dans la nature des choses. Et quelle est la solution qui est dans la nature des choses? Eh bien, c'est que tous les hommes obéissent, tous les citoyens, obéissent de bonne grâce à un tel homme, de sorte que lui et ceux qui lui ressemblent soient à jamais les rois dans la cité. Et vous voyez comment, après toute cette discussion où il a été question, et de fonder la démocratie sur le principe de la rotation et de l'alternance gouvernant-gouvernant. Après toute cette discussion où Aristote s'est confronté à ce problème tout de même très difficile, très paradoxal, à ce véritable défi politique que constituaient les mesures d'ostracisme, après avoir dit que finalement l'ostracisme, ça peut se justifier, voilà que dans le cas d'une certaine différence éthique particulièrement marquée, où il y aurait des individus qui dépasseraient vraiment
par leur valeur éthique tous les autres, eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Quelle place peut-on leur faire à ceux-là dans une cité démocratique? Eh bien, on ne peut pas leur appliquer l'ostracisme. On ne peut même pas leur appliquer les lois qui valent tout le monde. Bien plus, on est obligé de se soumettre à eux, de se soumettre de bonne grâce à eux, de leur obéir et de leur donner la place. Une place qui a tout de même dans sa formulation quelques résonances platoniciennes, puisqu'il s'agirait à ces hommes qui sont plus sages que les autres de leur donner la place de roi dans la cité. La royauté de la vertu, la monarchie de la vertu, c'est cela qui trouve sa place et qui s'impose dès que la démocratie essaie de poser la question de l'excellence morale. Bref, quand la démocratie essaie de poser, avec Aristote, à l'intérieur même de ses règles et de ses lois, et même au moment où on essaie du mieux possible d'en justifier les lois, voilà que la démocratie ne peut faire à l'excellence morale qu'une seule place, une place qui est la récusation même de la démocratie. S'il y a vraiment quelqu'un de vertueux, que la démocratie disparaisse et que les hommes lui obéissent à cet homme de vertu, à cet homme de l'excellence éthique, lui obéissent comme à un roi. Bon, eh bien, vous voyez, c'était là simplement quelques repères dans cette histoire de ce qu'on pourrait appeler un peu prétentieusement la crise de la parésia démocratique dans la pensée grecque du IVe siècle. Et vous voyez qu'elle nous conduit, qu'elle nous fait aboutir, qu'elle nous fait buter aussitôt sur le problème de l'éthos et de la différenciation éthique. Bon, je m'arrête là si vous le voulez bien 5 minutes. Nous reprenons tout à l'heure et j'essaierai à ce moment-là de vous montrer quel est l'autre aspect de l'élaboration de ce problème de la parésia dans la pensée du IVe siècle. Bon, je vous disais en commençant tout à l'heure que la problématisation, la problématisation de la parésia au IVe siècle avait eu 2 aspects. D'une part, la critique de la parésia démocratique, ou plutôt la critique de la démocratie comme prétention à définir le cadre politique dans lequel la parésia était à la fois possible et efficace. Il y a donc tout ce travail-là. La démocratie n'est pas le lieu privilégié de la parésia, au contraire, c'est le lieu dans lequel la parésia est le plus difficile. Bon. Alors maintenant, je voudrais passer à un autre aspect de cette problématisation de la parésia, qui en est le complémentaire ou la face positive, qui est ceci. C'est que si la démocratie se disqualifie de plus en plus comme lieu possible, privilégié de la parésia, en revanche, un autre type de structure politique, ou plutôt un autre type de relation entre le discours vrai et le gouvernement, apparaît au contraire comme le lieu, apparaît de plus en plus comme un lieu privilégié, ou en tout cas favorable pour la parésia et pour le dire vrai. Et ce rapport, là encore, j'avais évoqué ça l'an dernier, c'est à cela que nous étions arrivés. Cet autre rapport, c'est le rapport entre le prince et son conseil. Ce n'est plus l'Assemblée, c'est la cour, l'entourage du prince, le groupe de ceux qu'il est prêt à écouter. C'est là, c'est dans ce cadre, dans cette forme que la parésia peut et doit trouver sa place. Bon, alors là, il faut tout de même être prudent. Il ne faut absolument pas croire, bien sûr, que le rapport au prince est devenu tout soudain la forme valorisée, sûre et garantie de structure politique où la parésia peut prendre ses droits et rencontrer ses effets favorables. Il faut toujours garder à l'esprit que le personnage du prince, le pouvoir personnel et monarchique du prince comporte un danger et des dangers, et ces dangers ne seront jamais ni oubliés ni effacés. Il y a derrière tout ça toujours active, même si elle est atténuée, même si elle est un peu estompée, l'image du tyran comme étant celui qui, dans son pouvoir personnel, n'accepte pas et ne peut pas accepter la vérité,
car il ne fait et il ne veut faire que ce qui lui plaît. Il n'est prêt, dans sa volonté de ne faire que ce qui lui plaît, qu'à écouter les flatteurs qui lui disent précisément ce qui lui plaît. Quand bien même il voudrait écouter la vérité, nul n'ose la lui dire. Bon, ce schéma, cette figure, cette valorisation négative du pouvoir personnel, monarchique, tyrannique, est une constante dans la pensée grecque. Vous en trouvez une des formulations les plus caractéristiques chez quelqu'un comme Xénophon, qui est pourtant en faveur d'un pouvoir non démocratique, aristocratique ou monarchique. Je vous renvoie au texte qui s'appelle Hiéron, où là aussi il y a une sorte de jeu paradoxal, où Simonide fait l'éloge de la vie du tyran, et il adresse cet éloge à Hiéron, et Hiéron, à chacune des raisons que Simonide avance pour chanter le bonheur et la félicité du tyran, Hiéron répond par une plainte. Il se plaint de la dureté de la vie du tyran, et dans le dernier chapitre, simplement, Simonide donnera au tyran la formule selon laquelle son gouvernement et son gouvernement personnel et monarchique pourra prendre pour lui et pour la cité des effets bénéfiques. En tout cas, tous les premiers chapitres sont consacrés à cette espèce de jeu où Simonide fait semblant de chanter les louanges du tyran, et plutôt de la vie tyrannique, de l'existence tyrannique, et où Hiéron répond en se plaignant. Ainsi, il y a un paragraphe qui est consacré très précisément à la flatterie et à la parésia. Simonide félicite le tyran et lui dit « Ah, vous autres les tyrans, vous êtes bien heureux. Tous ceux qui vous entourent font toujours la louange de tout ce que vous dites et de tout ce que vous faites. Quant au bruit le plus pénible à entendre, quant à l'injure, eh bien jamais ce bruit ne vient frapper vos oreilles, car personne ne se risque à blâmer un tyran en sa présence. » À quoi Hiéron répond en se plaignant de sa situation de tyran, et en expliquant combien c'est dur d'être tyran. « Comment peux-tu penser, répond Hiéron, qu'un tyran se réjouisse de n'entendre dire aucun mal de lui, quand on sait pertinemment que ces gens silencieux ne nourrissent contre lui que de mauvais desseins. Quel plaisir crois-tu que le tyran prenne à s'entendre louer quand il soupçonne que ses louanges ne sont jamais dictées que par la flatterie ?» Cette représentation du tyran ou de la tyrannie comme forme de gouvernement incompatible avec le dire vrai, cette représentation de la tyrannie comme terre d'élection pour le silence et pour la flatterie, est un lieu commun que l'on trouvera très fréquemment et modulé de différentes façons dans toute la littérature grecque. Je vous renvoie au passage intéressant d'Aristote dans la politique, où Aristote, à propos du tyran, dit que le tyran envoie et distribue dans la ville des espions pour lui dire en vérité ce qui se passe dans la ville et ce qu'en vérité les citoyens peuvent penser. Et Aristote commente en disant que cette entreprise pour le tyran de savoir la vérité sur la ville ne peut mener qu'à un résultat exactement inverse de celui qu'il cherche, car lorsque les citoyens savent qu'ils sont espionnés par des gens qui vont rapporter au tyran la vérité de ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, bien entendu, ils cachent ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, et le tyran ne peut pas avoir la vérité. Vous trouvez aussi également dans Aristote, au Politique 5, chapitre 11, en 1313b, cette idée que le dire vrai n'a pas à tout aussi difficilement place dans la tyrannie que dans la démocratie, et dans la démagogie, dans la formule négative, mauvaise de la démocratie. La flatterie, au contraire, est, dit-il, tenue en haute estime sous ces deux formes de gouvernement. Dans les démocraties, c'est le démagogue qui remplit le rôle du flatteur, car, dit-il, le démagogue est une sorte de courtisan du peuple. Dans les tyrannies, ce sont, dit-il, ceux qui vivent dans une avilissante familiarité avec le maître, avec le tyran, qui jouent le rôle de flatteur. Cette familiarité avec le tyran n'est qu'une flatterie en action. Les tyrans se plaisent à être flagornés, alors que nul homme de caractère indépendant ne saurait leur faire ce plaisir. Mais quelle que soit donc
d'une façon permanente les dangers qui sont reconnus dans la pensée grecque au gouvernement tyrannique, quel que soit le péril que le dire vrai puisse rencontrer dans cette forme de gouvernement tyrannique, il n'en reste pas moins que dans le rapport entre le prince et celui qui dit la vérité et ses conseillers, eh bien, dans ce rapport entre le prince et ses conseillers, il y a place, et on reconnaît une place pour la pratique parésiastique. Et le rapport entre le prince et son conseiller constitue un lieu finalement plus favorable à la parésia que le rapport entre le peuple et les orateurs. Que le souverain soit accessible à la vérité, qu'il y ait dans le rapport au souverain un lieu, une place, un emplacement pour le dire vrai, eh bien, c'est ce que reconnaissent un certain nombre d'auteurs. Regardez dans Aristote, par exemple, dans la Constitution d'Athènes, où il donne un exemple très précis à propos de Pisistrate. Pisistrate, dont tyran, bien sûr, mais dont il donne un portrait positif, en disant de lui qu'il gouvernait Athènes, métrios, d'une façon mesurée, kai, mallon politikos et tyrannikos, et d'une façon plus républicaine, démocratique, politico que tyrannique, et il donne de ce gouvernement plus républicain ou démocratique que tyrannique un exemple qui est un exemple de parésia. Pisistrate, se promenant à la campagne, rencontre un paysan qui travaille, il lui demande à quoi il travaille et ce qu'il pense de la situation, et l'autre lui répond: mais je travaillerais avec plaisir si je n'étais pas obligé de donner 1/10 de mon revenu à Pisistrate. Et le paysan n'avait pas bien sûr reconnu Pisistrate, mais de cette espèce de parésien involontaire, Pisistrate fait bonne leçon et il affranchit le paysan de ses impôts. C'est de la même façon que Platon, par exemple, dans les lois, évoque Cyrus, souverain de Perse, c'est dans les lois au livre 3, 694c et suivante, où Platon montre Cyrus souverain accessible à la parésia, et de la cour de Cyrus, il donne la représentation suivante: les inférieurs avaient, dit-il, une part de liberté, ce qui donnait aux soldats de la hardiesse et de l'amitié pour les chefs, et comme le roi, sans jalousie, autoriser leur parésia, leur franc-parler, et honorer ceux qui pouvaient donner un avis sur quelque matière. Quiconque était prudent et de bon conseil mettait au service de tous sa compétence et sa capacité, si bien qu'en peu de temps, tout prospéra chez les Perses grâce à la liberté, à l'amitié et à la communauté. Une cour, par conséquent, où il y a la liberté de parler et où les conseillers peuvent pratiquer la parésia, cette cour est un facteur d'unification de la cité et de réussite des entreprises. Bon. Donc on a toute une série de textes qui valorisent clairement le rapport au prince comme lieu de la parésia. Mais, et c'est là alors le problème que je voudrais évoquer, maintenant il faut répondre à une question symétrique, à celle qui se posait tout à l'heure à propos de la démocratie. La question qui se posait à propos de la démocratie est celle-ci: pourquoi la démocratie est-elle un lieu si difficile, si improbable, si dangereux pour l'émergence du dire vrai? On en a vu la raison essentielle et en quelque sorte structurale, c'était l'impossibilité pour le champ politique de la démocratie de donner place et lieu à la différenciation éthique. En revanche, maintenant, pourquoi le rapport au prince pourrait-il être ce lieu, alors que, par définition, le pouvoir qu'exerce le prince est sans limite, sans loi souvent, et capable par conséquent de toutes les violences? Eh bien, la raison est celle-ci, je crois. Et elle est symétrique et inverse de ce qu'on avait trouvé à propos de la démocratie. La réponse, c'est que l'âme du chef, en tant que telle, et dans la mesure même où c'est une âme individuelle, où c'est la psyché d'un individu, l'âme du chef, elle, est susceptible de différenciation éthique. D'une différenciation éthique qui est à la fois introduite, valorisée, mise en forme et rendue capable de produire des effets grâce à la formation et à l'élaboration morale. Une élaboration morale qui, d'une part, va le rendre capable d'entendre la vérité et, d'autre part, et par voie de conséquence, lui enseigner à limiter son pouvoir. Le dire vrai peut avoir sa place dans le rapport au chef, au prince, au roi, au monarque, tout simplement, pour dire les choses brutalement, grossièrement, parce qu'ils ont une âme et que cette âme peut être persuadée et éduquée et qu'on peut, par le discours vrai,
lui inculquer l'éthos qui la rendra capable d'entendre la vérité et de se conduire conformément à cette vérité. C'est bien, vous vous en souvenez comme ça, que Platon avait conçu, ou du moins justifié, après coup, les voyages qu'il avait faits en Sicile, et très précisément son entreprise auprès de Denis le Jeune. Dans la fameuse lettre 7 qu'on avait commentée l'an dernier, Platon, en effet, apporte au fond trois justifications, ou donne sa justification en trois temps. Premièrement, dit-il, il a été en Sicile entreprendre la pédagogie de Denis le Jeune, d'abord parce qu'il avait fait une première expérience, une expérience favorable avec un certain individu qui était Dion, l'oncle de Denis, et qui avait montré par sa capacité à apprendre et sa capacité à traduire la philosophie en bonne conduite, qu'il était que la pédagogie de Platon pouvait prendre ses effets dans une âme et dans l'âme de quelqu'un destiné à gouverner. Dion, très ouvert à toutes choses, et spécialement au discours que je lui tenais, écrit Platon, Dion me comprenait admirablement, mieux que tous les jeunes gens que j'avais fréquentés jusque-là. Il décida, après avoir donc reçu les leçons de Platon, de mener désormais une vie différente de celle de la plupart des Italiens ou Siciliens, en faisant beaucoup plus de cas de la vertu que d'une existence de plaisir et de sensualité. Donc, première raison, cette réussite dans ce cas particulier. Deuxième raison, d'aller en Sicile, qui vient s'articuler à la première et lui faire suite. Eh bien, voilà qu'après la mort de Denis l'Ancien, Denis le Jeune reçoit le pouvoir. La jeunesse de Denis, son goût, dit Platon, très vif pour la philosophie, pour la philosophia et la paideia, pour la philosophie et la formation, la culture éducative, son goût donc très vif pour la philosophia et la paideia, enfin son entourage toujours prêt à adopter la doctrine et la vie, le logos et le bios, recommandé par Platon, tout ceci constituait un second élément favorable. Enfin, troisièmement, il y avait le fait même que Denis, conseillé par son oncle Dion, et avec toutes ses bonnes dispositions pour la philosophia et pour la paideia, voilà que Denis se trouvait précisément avoir reçu de son père un pouvoir personnel. Un pouvoir personnel, un pouvoir absolu, et grâce à ce pouvoir personnel, il allait être possible, dès lors qu'on aurait accès à son âme, à avoir accès à la cité, à l'État, à la politéia qu'il régissait. C'est ainsi que Platon dit, comme je réfléchissais et me demandais avec hésitation s'il fallait ou non me mettre en route pour la Sicile et céder aux sollicitations, ce qui fit pencher la balance et me fit par conséquent décider d'aller en Sicile, c'est, dit-il, la pensée que si jamais on pouvait entreprendre la réalisation de mes plans politiques et législatifs, le texte grec dit très exactement qu'on pouvait entreprendre de réaliser les choses que j'avais pensées au sujet des lois et de la République, eh bien, ce qui fit pencher la balance, c'est que c'était le moment d'essayer cette réalisation. Il n'y avait qu'à persuader un seul homme, ena monon, et tout était gagné. Bon, sans doute on pourra dire, et la lettre 7 en témoigne, que ce grand espoir a été déçu et que toute l'entreprise s'est soldée par un échec. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que l'échec que Platon rencontre en Sicile, et dont il détaille les épisodes, cet échec n'est pas pour lui, n'est pas réfléchi par lui comme une sorte d'échec structural, alors que la démocratie est structurellement incapable de faire place à la parésia. Si là, le dire vrai de Platon, si là, sa véridiction philosophique n'a pas pris sur Denis le Jeune et a échoué en Sicile, c'est au fond pour des raisons qu'il détaille justement d'une manière très historique et très conjoncturelle. Ça a été la mauvaise nature de Denis, ça a été son mauvais entourage, ça a été tous les intrigues que Platon a eu à rencontrer, auxquelles il a eu à s'opposer à la cour de Denis, ça a été finalement l'assassinat de Dion plus tard, etc. Tout ceci, et c'est ce qui donne à cette lettre 7 son allure si particulière, puisqu'il s'agit au fond du récit historique, c'est de tous les textes de Platon le seul
avec aussi la lettre 8, qui soit un récit détaillé d'un enchaînement historique. Ce sont des raisons historiques singulières, conjoncturelles, qui sont invoquées pour expliquer l'échec de la parésia platonicienne en Sicile. Le principe en lui-même n'est pas en cause. Donner une formation philosophique à ceux qui commandent, cela continue à être l'objectif. Échec conjoncturel de la parésia platonicienne chez Denis, échec structurel, impossibilité structurelle de la parésia dans une constitution démocratique. Je crois que cette idée que la parésia avec le prince est toujours risquée, peut toujours échouer, peut toujours rencontrer des circonstances défavorables, mais en elle-même n'est pas impossible et vaut toujours la peine d'être tentée, cette idée, vous la retrouvez de la même façon dans un texte d'Isocrate, au début de ce discours qu'il a adressé à Nicoclès. Et Nicoclès était un personnage, je ne sais pas si vous voulez, très, très éloigné de celui de Denis le Jeune, au moins par sa situation politique. C'était le fils d'un tyran, Évagoras. Évagoras venait de mourir. Nicoclès reçoit le pouvoir ou l'autorité dans sa cité, et c'est à ce moment-là que Isocrate s'adresse à lui. Et il s'adresse à lui en disant ceci. Il commence par évoquer tous les gens qui, courtisans, viennent apporter à ceux qui règnent, au roi, tois basileusine, des cadeaux divers, des vêtements, de l'or, etc. Quant à moi, dit Isocrate, ce n'est pas ce genre de cadeau que je veux t'apporter. Je serai d'avis que le plus beau des... je suis d'avis que le cadeau que je t'apporte, c'est le plus beau des cadeaux. Si je pouvais déterminer les habitudes de vie, épithète de matin, les habitudes de vie que tu dois rechercher, si je pouvais déterminer celles que tu dois éviter, bien des facteurs contribuent à l'éducation des particuliers, mais les souverains, au contraire, n'ont en général à leur disposition personne qui soit capable de leur donner des conseils. Ceux qui devraient recevoir l'éducation la plus soignée de tous, c'est-à-dire les rois et les souverains, eh bien, ils poursuivent leur vie dès qu'ils sont installés au pouvoir sans recevoir aucun avertissement. Et c'est précisément cet avertissement au prince que Isocrate veut donner, et il distingue bien ce rôle de conseiller moral du prince, formateur moral du prince, de la fonction qui consiste à donner au prince des avis précis et conjoncturels pour telle et telle situation. Il distingue le rôle des conseillers qui interviennent et donnent leur avis, ekasten ten praxin, dans chacune des actions à entreprendre, et puis s'attache à lui, Isocrate, en tant que formateur de l'âme du prince, en tant que celui qui, disant la vérité, est capable d'assurer la formation éthique du prince et sa différenciation éthique. Eh bien, s'attache à lui, Isocrate, ça sera d'indiquer, de prescrire à Nicoclès l'ensemble des épithètes de mata, des habitudes, des manières de vivre auxquelles il doit, lui, Nicoclès, se consacrer, passer son temps, diatribei. Opposition donc entre l'avis conjoncturel d'une action politique et le conseil moral qui forme le prince à des habitudes de vie qu'il doit maintenir tout au long de son existence dans son activité d'homme et de gouvernant. Bon. Je passe sur tout un tas d'autres textes que l'on pourrait citer et qui vont dans le même sens. On voit que ce qui rend possible, ce qui rend souhaitable, ce qui rend même nécessaire le dire vrai avec le prince, c'est le fait que la manière dont il gouvernera la cité, eh bien cette manière dépend de son ethos, de la manière dont il se constitue, lui, individu, comme sujet moral. Et c'est le fait que cet ethos se forme et se détermine par l'effet du discours vrai qu'on lui adresse. Vous voyez ici que l'éthos du prince, dans la mesure où il est d'une part ce qui est accessible au discours vrai, dans la mesure où il est d'une part ce qui se forme à partir du discours vrai qu'on lui adresse, et où, d'autre part, en quelque sorte en aval, il va être le principe et la matrice de sa manière de gouverner, vous voyez que l'éthos est ici l'élément qui permet à la véridiction, à la parésia, d'articuler ses effets
dans le champ de la politique, dans le champ du gouvernement des hommes, dans la manière dont les hommes sont gouvernés. Si la parésia peut en effet, lorsqu'il s'agit d'un tyran, d'un monarque, d'un souverain personnel, si la parésia peut effectivement avoir son effet politique et ses bienfaits dans l'art de gouverner les hommes, c'est par l'intermédiaire de cet élément qu'est l'éthos individuel du prince. Alors que vous vous souvenez que dans le cas de la démocratie, ce qui faisait que la parésia n'était pas reçue, qu'elle n'était pas entendue, et que même lorsqu'on trouvait quelqu'un qui avait le courage d'user de la parésia, eh bien, il était plutôt éliminé qu'honoré, c'était précisément parce que la structure de la démocratie ne permettait pas de reconnaître et de faire place à les différenciations éthiques. C'est l'éthos, c'est l'absence de place pour l'éthos dans la démocratie qui fait que la vérité n'y a pas place et ne peut pas y être entendue. C'est en revanche parce que l'éthos du prince est le principe et la matrice de son gouvernement que la parésia est possible, précieuse, utile dans le cas du gouvernement démocratique. C'est bien la question de l'éthos, vous voyez, qui dans un cas et dans l'autre apparaît. Dans un cas, la question de l'éthos se pose parce que la démocratie n'est pas capable de lui faire place. Dans l'autre cas, et c'est pour cela que la parésia est possible et nécessaire avec le prince, c'est que l'éthos y est le lien, le point d'articulation entre le dire vrai et le bien gouverner. Bon, eh bien, si j'ai repassé un peu, peut-être un peu trop longuement, un parcours que j'avais déjà partiellement fait, mais insuffisamment, je crois, l'an dernier, c'était pour mieux faire apparaître ce qui est en jeu dans cette analyse de la parésia et pour faire apparaître aussi en quoi cette question de la parésia va, je crois, engager assez loin l'histoire même de la pensée, non seulement de la pensée politique, mais de la pensée philosophique en Occident. Premièrement, je crois qu'il faut bien souligner ceci. Premièrement, à travers cette évolution, ou à travers, d'une part, cette critique de la démocratie comme lieu de la parésia et cette valorisation de la monarchie ou du pouvoir personnel comme lieu de la parésia, à travers cette critique d'une part, cette valorisation de l'autre, vous voyez que la parésia, qui était au point de départ, telle qu'elle était définie ou en tout cas caractérisée chez Euripide, la parésia n'est pas simplement, mais plus simplement, un privilège à exercer et un privilège dont l'exercice fait corps avec la liberté du citoyen et du citoyen honorable. La parésia, maintenant, apparaît non pas comme un droit détenu par un sujet, elle apparaît comme une pratique qui a pour corrélatif privilégié, comme point d'application premier, non pas la cité ou le corps des citoyens à convaincre et à emmener derrière soi. Le corrélatif privilégié de la parésia, c'est quelque chose qui est à la fois un partenaire auquel elle s'adresse et un domaine où elle prend ses effets. Ce quelque chose, ce partenaire auquel s'adresse la parésia et ce domaine dans lequel elle prend ses effets, c'est la psyché, c'est l'âme de l'individu. Première chose. On passe de la police à la psyché comme corrélatif essentiel de la parésia. Deuxièmement, l'objectif de se dire vrai, l'objectif de la pratique parésiastique, désormais orienté vers la cité, vers la psyché. L'objectif de se dire vrai, ce n'est plus tellement la vie utile dans telle ou telle circonstance particulière, lorsque les citoyens sont embarrassés et qu'ils cherchent un guide qui puisse leur permettre d'échapper au danger et de se sauver, mais l'objectif de se dire vrai, c'est la formation d'une certaine manière d'être, d'une certaine manière de faire, d'une certaine manière de se conduire chez les individus ou chez un individu. L'objectif du dire vrai, ce n'est donc pas tellement le salut de la cité que l'éthos de l'individu. Troisièmement, cette double détermination de la psyché comme corrélatif du dire vrai parésiastique et de l'éthos comme l'objectif de la pratique parésiastique implique, vous le voyez bien, que la parésia prenne corps maintenant tout en s'organisant autour du principe du dire vrai dans un ensemble d'opérations qui permettent à la véridiction d'induire dans l'âme
des effets de transformation. Eh bien, je crois que d'avoir ainsi repéré la transformation de la parésia, de son horizon démocratique et politique, avec ses effets de salut pour la cité, en une parésia qui s'adresse à la psyché des individus et vise à la formation de leur ethos, me semble qu'en saisissant cette transformation, on peut saisir deux séries de conséquences. Premièrement, l'une sur laquelle je passerai très rapidement, qui est en quelque sorte un petit peu rétrospective, il me semble que l'analyse de cette parésia peut éclairer d'un certain jour et d'une certaine manière la fameuse question traditionnelle dans l'histoire de la philosophie grecque, au moins depuis la fin du XIXe siècle, depuis, disons, Rhodes, avec les ouvrages de Snell, de Patočka, etc., éclairer un peu d'un certain jour la question traditionnelle de la formation de la notion grecque de psyché, la question du découpage progressif et de la définition de cette réalité qu'est la psyché. Et s'il est vrai qu'il y a eu bien des voies et sentiers divers, bien des pratiques différentes qui ont conduit dans la culture grecque du Ve siècle à cette émergence de l'âme comme problème central pour la philosophie, la politique et la morale, s'il est vrai que bien des chemins ont conduit à l'émergence et la définition de la psyché, il me semble qu'il faut faire place parmi toutes ces pratiques à l'exercice de la parésia, à la crise et critique de la parésia et à toute l'inflexion qui en a détourné l'exercice de la scène politique vers le jeu des relations individuelles. Mais il me semble surtout que, en essayant de ressaisir un peu cette transformation de la parésia et son déplacement de l'horizon institutionnel de la démocratie à l'horizon de la pratique individuelle de la formation de l'ethos. En saisissant cette transformation, eh bien, on peut voir quelque chose qui est, je crois, assez important pour comprendre certains traits fondamentaux dans la philosophie grecque et par conséquent dans la philosophie occidentale. C'est-à-dire que nous nous trouvons maintenant, avec ces inflexions et ce changement dans la parésia, en présence au fond de trois réalités, ou en tout cas de trois pôles. Le pôle de l'aletheia et du diaphragme, le pôle de la politeia et du gouvernement, le pôle enfin de ce qu'on pourrait appeler, de ce que dans ce texte grec tardif on appelle l'éthopoiesis, la formation de l'éthos ou la formation du sujet. Les conditions et les formes du dire vrai, d'une part. D'autre part, la structure et les règles de la politeia, c'est-à-dire de l'organisation des relations de pouvoir. Les modalités enfin de formation de l'éthos, dans lequel l'individu se constitue comme sujet moral de sa conduite, ce sont là, je crois, trois pôles à la fois irréductibles et irréductiblement liés les uns aux autres. Aletheia, politeia, ethos. C'est l'irréductibilité essentielle de ces trois pôles, et c'est leur relation nécessaire et mutuelle. C'est la structure d'appel de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un qui a, je crois, soutenu l'existence même de tout le discours philosophique, depuis la Grèce jusqu'à nous. Car ce qui fait précisément que le discours philosophique n'est pas simplement un discours scientifique, qui purement et simplement définit et met en jeu les conditions du diaphragme. Ce qui fait que le discours philosophique, depuis la Grèce jusqu'à nous, n'est pas simplement un discours politique ou institutionnel, qui se bornerait à définir le meilleur système d'institutions possible. Ce qui fait enfin que le discours philosophique n'est pas simplement un pur discours moral prescrivant des principes et des normes de conduite, c'est qu'à propos de chacune de ces trois questions, il pose en même temps les deux autres. Le discours scientifique est un discours dont on peut définir les règles et les objectifs en fonction de la question de qu'est-ce que c'est que le dire vrai, quelles en sont les formes, quelles en sont les règles, quelles en sont les conditions et les structures. Ce qui fait qu'un discours politique n'est qu'un discours politique, c'est qu'il se contente de poser la question de la politeia
des formes et des structures de gouvernement. Ce qui fait qu'un discours moral n'est qu'un discours moral, c'est qu'il se borne à prescrire des principes et des normes de conduite. Ce qui fait qu'un discours philosophique est autre chose que chacun de ces trois discours, c'est qu'il ne pose jamais la question de la vérité, sans s'interroger en même temps sur les conditions de se dire vrai, que ce soit dans la différenciation éthique qui donne accès à l'individu, qui ouvre pour l'individu accès à cette vérité, c'est qu'il pose aussi la question des structures politiques à l'intérieur duquel se dire vrai aura le droit, la liberté et le devoir de se prononcer. Ce qui fait qu'un discours philosophique est un discours philosophique et pas simplement un discours politique, c'est que lorsqu'il pose la question de la politeia, quand il pose la question de l'institution politique et de la répartition et de l'organisation des relations de pouvoir, il pose en même temps la question de la vérité et du discours vrai à partir duquel pourront être définies ces relations de pouvoir et leur organisation. Il pose aussi la question de l'éthos, c'est-à-dire de la différenciation éthique auquel ces structures politiques peuvent et doivent donner place. Et enfin, si le discours philosophique n'est pas simplement un discours moral, c'est qu'il ne se borne pas à vouloir former un ethos, à être la pédagogie d'une morale ou le véhicule d'un code, c'est qu'il ne pose jamais la question de l'ethos sans s'interroger en même temps sur la vérité et la forme d'accès à la vérité qui pourra former cet ethos et les structures. Dire vrai de la techné et le dire vrai de la parésia, eh bien, je crois que, justement, on peut parfaitement définir, à partir de ces quatre modalités du dire vrai, quatre attitudes philosophiques fondamentales qui seraient possibles de retrouver, soit composées les unes avec les autres, soit s'excluant les unes les autres, soit polémiquant les unes avec les autres, on peut retrouver quatre manières de lier entre elles la question de l'aletheia, la question de la politeia et la question de l'éthos. Ou encore, si vous voulez, en définissant la philosophie comme le discours, qui ne pose jamais la question de la vérité sans s'interroger en même temps sur la question de la politeia et sur la question de l'éthos, qui ne pose jamais la question de la politeia sans s'interroger sur la vérité et sur la différenciation éthique, qui ne pose jamais la question de l'éthos sans s'interroger sur la vérité et la politique, eh bien nous pouvons dire ceci. C'est qu'au fond, il y a quatre manières de lier ensemble ces trois questions et de les faire se renvoyer les unes aux autres ou pour les regrouper les unes avec les autres. On pourrait appeler l'attitude prophétique, celle qui, en philosophie, promet et prédit, au-delà de la limite du présent, le moment et la forme dans lequel la production de la vérité, aletheia, l'exercice du pouvoir, politeia, la formation morale, ethos, viendront enfin exactement et définitivement à coïncidence. L'attitude prophétique en philosophie tient le discours de la réconciliation promise entre aletheia, politeia et ethos. Deuxièmement, l'attitude de sagesse en philosophie, c'est celle qui prétend dire dans un discours fondamental et unique à la fois et dans un même type de discours, ce qu'il en est de la vérité, ce qu'il en est de la politeia et ce qu'il en est de l'éthos. L'attitude de sagesse en philosophie, c'est le discours qui essaie de penser et de dire l'unité fondatrice de la vérité, de la politeia et de l'éthos. L'attitude technicienne ou l'attitude d'enseignement en philosophie, c'est celle au contraire qui cherche non pas à promettre dans un avenir, non pas à rechercher dans une unité fondamentale le point de la coïncidence entre aletheia, politeia et ethos, mais qui cherche au contraire à définir dans leur irréductible spécificité et dans leur séparation et dans leur incommensurabilité, d'une part, les conditions formelles du dire vrai, ce sera la logique, les formes les meilleures de l'exercice du pouvoir, c'est l'analyse politique, et les principes de la conduite morale, eh bien c'est tout simplement la morale. Disons que cette attitude-là en philosophie, c'est le discours de l'hétérogénéité, de la séparation entre aletheia, politeia et ethos. Eh bien, il y a, je crois, une quatrième attitude en philosophie, c'est l'attitude parésiastique, celle qui tente justement,
obstinément et en recommençant toujours, de ramener, à propos de la question de la vérité, celle de ses conditions politiques et celle de la différenciation éthique qui en ouvre l'accès, qui perpétuellement et toujours ramène, à propos de la question du pouvoir, celle de son rapport à la vérité et au savoir d'une part, à la différenciation éthique de l'autre, celle enfin qui, à propos du sujet moral, ramène sans cesse la question du discours vrai où ce sujet moral se constitue et des relations de pouvoir où ce sujet se forme. C'est cela le discours, l'attitude parésiastique en philosophie, c'est le discours à la fois de l'irréductibilité, de la vérité, du pouvoir et de l'éthos, c'est le discours de leur irréductibilité, c'est le discours en même temps de leur nécessaire relation et de l'impossibilité où on est de penser la vérité, le pouvoir et l'éthos, l'aletheia, la polythéia et l'éthos, sans relation essentielle, fondamentale les uns avec les autres. Voilà, merci. Alors la prochaine fois, si vous voulez bien, la prochaine fois, j'essaierai d'expliquer 3 textes, ou en tout cas m'appuyer sur 3 textes. Alors ceux d'entre vous qui voudraient les lire, bien sûr, il y aura l'apologie de Socrate, deuxièmement, la caisse, et troisièmement, alors la fin du Phédon, et c'est à ce sujet-là que j'essaierai de vous parler un petit peu de l'interprétation et de l'analyse que Dumézil a fait de ce texte dans son livre qui s'appelle Le moine gris en noir. Le moine noir en gris.